Dans le monde, il y a des fleuves. Certains sont longs, certains sont courts, mais dans tous les cas, ces fleuves ont une géopolitique et leur contrôle peut mener à des guerres. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs des fleuves les plus célèbres, et donc les plus grands, et voir la géopolitique derrière, que ce soit le traçage d'une frontière, une voie de communication, ou une arrivée d'eau potable, l'or bleu comme on l'appelle. Tout d'abord, quels sont les 4 grands cours d'eau du monde? Il y en a un par continent, le Mississippi-Missouri en Amérique du Nord, pratiquement qu'aux États-Unis d'ailleurs, l'Amazone en Amérique du Sud, le Nil en Afrique, le fleuve bleu en Asie, appelé Yangtze, exclusivement en Chine. Ce sont les 4 grands fleuves du monde. Lequel est le plus grand? On ne sait pas, ça dépend de comment on les mesure. On hésite entre l'Amazone et le Nil pour le plus long. Dans tous les cas, ça se joue qu'à quelques centaines de kilomètres entre les 4 grands cours d'eau. Ils ont tous entre 6000 et 6500 km de longueur, et on va les voir un par un et voir les enjeux économiques. Chapitre 1, Mississippi, Missouri. Le Mississippi est un fleuve qui traverse presque tous les États-Unis du nord vers le sud. Il prend sa source dans l'État du Minnesota. Une autre grande rivière, le Missouri, se jette dans le Mississippi. Le Missouri est plus long que le Mississippi, mais comme son débit est légèrement plus faible, on considère le Mississippi comme fleuve principal. Le Mississippi est donc alimenté par plusieurs rivières, avant de rencontrer le Missouri. Ce dernier double presque son débit. Ensuite, le Mississippi rencontre l'Ohio et l'Arkansas, qui l'agrandissent encore. Avec de grands travaux d'aménagement, le Mississippi est navigable sur une grande partie. Par exemple, entre la ville de Nauvoo et celle de Keokuk, il était impossible de naviguer car il y avait des rapides. En 1913, une écluse et barrage a été construite pour permettre la navigation. Le Mississippi traverse de grandes villes. On peut citer Saint-Louis du Missouri, qui est situé à la confluence entre le Mississippi et le Missouri. Son agglomération compte presque 3 millions d'habitants. Cette ville symbolise le lien entre l'Est et l'Ouest des États-Unis, le fleuve Mississippi faisant office de frontière naturelle entre les deux mondes. En 1965, une grande arche a été construite pour célébrer les 100 ans de la conquête de l'Ouest. Elle mesure presque 200 mètres de haut. Elle est immense face au petit centre-ville de Saint-Louis. Un peu plus au sud, il y a Memphis, qui compte 1 million d'habitants dans son agglomération. Mais contrairement à Saint-Louis, l'agglomération est concentrée que d'un seul côté. Memphis, qui prend son nom de la ville égyptienne, pas loin du Nil d'ailleurs. Sur le Missouri, on trouve aussi l'agglomération de Kansas City, 2 millions d'habitants. Au bout du Mississippi, il y a la Nouvelle-Orléans, dont l'agglomération compte un peu plus d'1 million d'habitants. Ce Mississippi crée ce qu'on appelle le bassin du Mississippi. C'est le 3e plus grand du monde et compte environ 70 millions d'habitants. C'est une très bonne ressource pour les États-Unis. De plus, presque toutes les sources sont situées aux États-Unis. Juste quelques-unes sont au Canada, ce qui fait que les États-Unis ont un contrôle total sur ce bassin. C'est aussi une grande voie de communication. Au 19e siècle, le canal Illinois et Michigan a permis de relier Chicago au fleuve Mississippi, permettant à un bateau d'aller des Grands Lacs jusqu'au golfe du Mexique. Aujourd'hui, ce réseau fluvial n'est plus nécessaire avec l'avènement du train et du transport routier. Mais le Mississippi pose des problèmes, il s'inonde facilement. La crue de 1927 fut la plus catastrophique. Plus récemment, il y a eu la grande inondation de 1993 qui a fait de nombreux dégâts. En 2005, l'ouragan Katrina a provoqué de terribles inondations à la Nouvelle-Orléans qui ont causé la mort de 1800 personnes. Chapitre 2, Amazone. L'Amazone est parfois considérée comme le fleuve le plus long du monde. Par contre, son débit est le plus puissant de tous. Le fleuve est très large et représente 1/5 du débit fluvial mondial. C'est donc un très gros fleuve. Son bassin est lui aussi gigantesque, le plus grand du monde, c'est plus de 6 millions de kilomètres carrés. Par contre, contrairement au Mississippi vu précédemment, l'Amazone n'a pas connu beaucoup de modifications avec des infrastructures. Le Mississippi a été retouché, on lui a rajouté des digues, des écluses, des canaux, des ponts, etc. L'Amazone est intacte, car il serait trop compliqué d'y construire de telles infrastructures. En effet, il n'y a aucun pont sur ce fleuve, et le fleuve est très peu peuplé. Il n'y a pratiquement pas d'habitants, que de la jungle. On trouve 2 villes qui font une rupture avec ce monde inaccessible à l'être humain. Santarém, colonie fondée par les Portugais pendant la colonisation au XVIIe siècle, elle compte 300 000 habitants. Une ville purement accessible par bateau puisque les routes font d'énormes détours pour atteindre Belém par exemple. L'autre grande ville est Manaus, elle aussi fondée par les colons portugais. La ville s'est développée à partir du 19e siècle pour l'économie du caoutchouc. C'est devenu une ville très riche, malgré le fait qu'elle était isolée au milieu de la jungle. À Manaus, il y a le confluent avec le Rio Negro. Ce dernier dispose d'un pont. Mais l'Amazone, non. Aujourd'hui, Manaus compte plus de 2 millions d'habitants. L'Amazone traverse surtout le Brésil et y forme la célèbre forêt amazonienne, plus grande forêt du monde. Cependant, la source du fleuve est située au Pérou, en provenance du Rio Mantaro. On y trouve aussi la ville d'Iquitos, qui compte presque 400 000 habitants. Et contrairement aux 2 autres qui sont reliés par route en faisant de grands détours, Iquitos est accessible seulement via fleuve, et par avion aussi bien sûr. Macapá et Belém sont les 2 grandes agglomérations dans le delta de l'Amazone.
Dans ce delta, on trouve l'île de Marajo, la plus grande île fluviale du monde, ici dans un delta. La plus grande île fluviale qui n'est pas dans un delta, n'est pas très loin, c'est l'île de Banabal, qui est sur un autre fleuve, le Rio Tonkatin, qui se jette à son tour dans l'embouchure de l'Amazone, là où il y a la ville de Belém. Ce fleuve fait donc partie du bassin versant de l'Amazone. L'Amazone, c'est beaucoup d'eau, mais cette eau est assez peu exploitée. D'ailleurs, vu que le Brésil contrôle pratiquement tout du fleuve, il n'y a pas vraiment d'enjeu géopolitique. Le principal problème réside dans les intérêts privés vis-à-vis du fleuve. Même s'il y a beaucoup d'eau, l'Amazone connaît des sécheresses. Notamment un de ses principaux confluents, le Rio Negro, qui était presque asséché en octobre 2023, ça a donc asséché le port de Manaus qui se trouve à la confluence. Et c'est un problème car Manaus n'est relié au reste du monde que par bateau pour les importations. De plus, l'électricité à Manaus est liée au barrage construit sur les autres fleuves, notamment le Rio Madeira, où on trouve le barrage à Porto Velho. Début novembre, l'eau est revenue à la normale. Chapitre 3, Yangtze. Le fleuve bleu, ou Yangtze, est situé exclusivement en Chine. Il n'y a donc pas beaucoup d'enjeux géopolitiques. Le bassin versant du fleuve n'est pas très grand comparé aux autres grands fleuves, il est le 10e mondial, cependant c'est le plus peuplé du monde, vu que c'est en Chine. Il est aussi le 3e fleuve du monde pour le débit. Le fleuve passe notamment par Chongqing et Wuhan. Ces deux villes comptent environ 10 millions d'habitants chacune. Puis ensuite par Nankin et Shanghai. Deux métropoles très importantes. Shanghai est la métropole économique de la Chine. Nankin fut pendant longtemps la capitale de la Chine, c'est l'opposé de Pékin. Wuhan est une ville centrale dans l'histoire de la Chine, car c'était un important port fluvial. C'est toujours le cas d'ailleurs, c'est à Wuhan qu'a été construit le premier pont sur le fleuve, le pont de Wuhan, en 1957. Aujourd'hui on trouve beaucoup plus de ponts, même à l'embouchure, le pont de Sutong depuis 2008. Pas très loin de Yichang a été construit le célèbre barrage des Trois Gorges, complété en 2012 avec la plus grosse centrale hydroélectrique du monde. Le réservoir créé par le barrage va jusqu'à Chongqing, plus d'1 million de personnes a dû être déplacées pour la création du réservoir. La ville de Chongqing a servi à reloger les personnes déplacées. Cette ville n'était pas importante historiquement, le gouvernement voulant en faire un pôle majeur de la Chine intérieure. D'ailleurs, grâce au réservoir, le fleuve a été élargi et il est désormais navigable jusqu'à Chongqing. Avant, il ne l'était que jusqu'à Yichang. Le fleuve est en proie aux inondations. En 2020, les dernières en date ont causé la mort de plusieurs centaines de personnes. Le barrage des Trois Gorges a été soumis à une forte pression hydraulique. Chapitre 4, le Nil. Le Nil est sûrement bien plus intéressant que les autres fleuves cités précédemment, car le Nil concerne plusieurs pays. Et s'il y a plusieurs pays, il peut y avoir des conflits et des enjeux géopolitiques. Le Nil part du lac Victoria et va jusqu'en Égypte. Avant le lac Victoria, il y a une multitude de rivières qui peuvent être considérées comme l'amont du Nil. L'Égypte dépend énormément du Nil. On compte 100 millions d'habitants en Égypte et ils vivent pratiquement tous le long du Nil. Surtout entre le Caire et le delta du Nil. Les Égyptiens sont donc totalement dépendants de cette source d'eau. Le Nil en Égypte est la confluence de deux rivières, le Nil bleu et le Nil blanc. Le Nil blanc vient du lac Victoria, il est plus long. Le Nil bleu vient d'Éthiopie, il amène plus d'eau. C'est à Khartoum, agglomération de 6 millions d'habitants, que la confluence a lieu. Le Nil a plusieurs saisons. En plus des saisons normales où l'eau coule normalement, il y a les saisons de sécheresse où il y a beaucoup moins d'eau et les saisons d'inondation où il y a trop d'eau. Pour pallier ce problème, l'Égypte a construit un grand barrage en 70, le haut barrage d'Assouan. Il a permis de créer une grande réserve d'eau, le lac Nasser. L'eau est ainsi retenue pendant la période des inondations et lâchée pendant la période de sécheresse. Depuis cette date, il n'y a plus de saison pour le Nil en Égypte. Il y a de l'eau en bonne quantité, tout le temps. Mais ce n'est pas sans problème. Les inondations étaient nécessaires pour rendre les terres fertiles. Maintenant, il faut les arroser artificiellement. Le limon circulait librement dans le Nil. Il est maintenant retenu à cause du barrage. Le limon est nécessaire pour la fertilité du Nil. Le delta du Nil s'assèche petit à petit au fil des années. Autre problème, le lac Nasser. Il a fallu déplacer les populations autochtones, mais il provoque aussi un grand gaspillage d'eau. Avec le sable et l'évaporation dans le désert, une bonne partie de l'eau qui stagne au lac Nasser est perdue. Au total, il y a donc moins d'eau qui arrive dans le Nil qu'avant. De plus, l'eau stagnante dans le désert n'est pas bonne pour l'écosystème, ça attire des moustiques. Dans tous les cas, le barrage est vital pour l'Égypte, même s'il a causé des dégâts sur le long terme. Là, j'ai parlé des problèmes qu'a l'Égypte avec son propre barrage. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres pays en amont, notamment l'Éthiopie, qui a un grand projet de barrage. Le grand barrage de la Renaissance doit être construit avec la petite ville de Bameza, non loin de la frontière soudanaise. Mais la déclaration du projet en 2011 a posé problème à l'Égypte. Avec ce barrage, le débit d'eau risque de diminuer et l'Égypte sera concernée. Depuis 2015, les deux pays avancent sur les négociations pour pas que l'un gêne le second. La principale négociation, c'est le remplissage du réservoir éthiopien. Une fois le barrage terminé, l'Éthiopie devra remplir son réservoir.
Cela signifie faire couler moins d'eau pour que l'eau reste dans le lac artificiel. L'Égypte veut que le remplissage du lac artificiel se fasse sur plusieurs années pour que le débit d'eau ne diminue pas trop rapidement. Le but de l'Éthiopie, c'est de remplir le plus vite possible pour pouvoir utiliser pleinement son barrage et produire l'électricité. Bref, c'est donc un conflit international qu'on ne pouvait pas retrouver dans les 3 fleuves précédents, trop cantonné à un seul pays. Chapitre 5, le Congo. Le bassin du Congo est le 2e plus grand du monde, juste derrière l'Amazonie. Bien que le fleuve ne soit pas si long comme l'Amazone, il n'a pas connu beaucoup d'aménagements. C'est un gros fleuve et il dispose là aussi d'un grand débit. On ne trouve que 2 ponts aux extrémités, mais aucun dans les centres névralgiques, comme les principales villes. Kinshasa et Brazzaville forment une agglomération de 17 millions d'habitants, mais les 2 villes ne sont pas reliées par un pont. Kisangani est une ville millionnaire sur le fleuve. Le fleuve ne concerne presque que la République démocratique du Congo, mais sur un tronçon, il fait office de frontière entre ce pays et la République du Congo. Puis à la toute fin avec l'Angola. Le fleuve est navigable seulement entre Kinshasa et Kisangani, pour son tronçon principal. Il y en a d'autres plus loin. Cela veut dire qu'un bateau ne peut pas aller de Kinshasa jusqu'à la mer. C'est embêtant. Le fleuve est puissant, mais sans aménagement, il ne permet pas vraiment d'être un grand axe de communication au sein du pays. Le bassin du Congo est extrêmement important, c'est le poumon de l'Afrique, et le 2e grand poumon après l'Amazonie. Sa déforestation connaît un processus d'accélération, et dans le futur, le bassin congolais pourrait devenir le foyer de plus de 300 millions de personnes d'ici 2050. Chapitre 6, Sibérie. Dans ce chapitre, je vais parler de plusieurs fleuves situés en Sibérie. Parmi les plus longs du monde, en Sibérie, on trouve 4 fleuves qui sont dans le top 10 des plus longs fleuves du monde. Le Yenisseï, l'Ob, l'Amour et la Lena. La plus grande ville du Yenisseï est Krasnoïarsk, qui compte 1 million d'habitants. Le lac Baïkal se trouve dans son bassin. On y trouve aussi la ville de 600 000 habitants qui est Irkoutsk, sur l'affluent Angara. En ce qui concerne l'Ob, sa principale ville est Novosibirsk, 1,5 million d'habitants. L'Ob a aussi un affluent qui est l'Irtych, où on trouve la ville d'Omsk, millionnaire elle aussi. L'Irtych a un affluent à son tour. On y trouve la ville millionnaire d'Astana, au Kazakhstan. Dans le bassin, sur de plus petites rivières, on trouve d'autres grandes villes millionnaires, sibériennes, Ekaterinbourg, Tyumen, Tchelabinsk. Et enfin, la Lena est dans la partie orientale. Sa principale ville est Yakoutsk, 300 000 habitants. Ces 3 grands fleuves, presque entièrement en Russie, sont à l'origine des grandes métropoles sibériennes qui ont été fondées pendant la colonisation russe de la région. L'Amour fait office de frontière entre la Russie et la Chine. Tous ces fleuves ont des noms d'origine des langues autochtones de Sibérie. Par exemple, le nom Amour, c'est du bouriat. Ce fleuve est une frontière officialisée au XIXe siècle entre la Chine et la Russie. Et ce à l'époque des traités inégaux, quand les puissances européennes faisaient pression à la Chine. Dans les années 1960, la Chine communiste a commencé à faire pression au sujet de cette frontière issue de la colonisation européenne, et ça a entraîné une guerre avec l'URSS en 1969. Guerre gagnée par l'URSS lui permettant de maintenir sa frontière. Chapitre 7, quelques autres grands fleuves. Afin de ne pas faire durer la vidéo trop longtemps, je vais faire un petit tour du monde rapide pour voir quelques autres fleuves importants. Tout d'abord en Amérique du Nord on trouve le Saint-Laurent, il est très particulier car son estuaire est gigantesque, il est difficile de savoir à quel moment le fleuve s'arrête et à quel moment la mer commence. Mais après l'île d'Orléans, l'eau commence à devenir salée petit à petit. C'est un fleuve important avec plusieurs grandes villes, Québec et Montréal. L'île de Montréal peut parfois être considérée comme l'île entièrement fluviale la plus peuplée du monde, elle compte 2 millions d'habitants. Après Montréal, les eaux n'étaient pas navigables jusqu'à la création d'écluses. Le bassin du Saint-Laurent comprend les grands lacs d'Amérique du Nord, lacs dont les eaux se jettent dans le Saint-Laurent puis dans la mer. En Amérique du Sud, on trouve le Rio Paraná avec son très grand bassin, le 3e au monde. Son estuaire est très grand lui aussi, c'est le Rio de la Plata. Allons en Afrique, on y trouve le Niger, qui est le 3e grand fleuve de ce continent. C'est un fleuve qui traverse beaucoup de pays et dont le débit n'est pas très élevé. Un pays comme le Mali est totalement articulé autour de ce fleuve. D'ailleurs, les historiques empires soudanais étaient situés dans l'actuel Mali autour du fleuve. En Afrique australe, il y a l'Okavango. Ce n'est pas un fleuve très important, mais j'en parle car il a la particularité de se jeter dans la terre et non dans la mer comme le font habituellement les fleuves. On trouve donc un grand delta au milieu de la savane. En Europe, nous avons 2 grands fleuves. En Russie, il y a la Volga, qu'on pourrait comparer au fleuve sibérien, qui était utilisé pour y fonder différentes grandes villes aujourd'hui millionnaires. Grâce à un habile système de canaux, la ville de Moscou est reliée à la mer Noire, à la mer Baltique, à la mer Arctique et à la mer Caspienne. La Volga se jette d'ailleurs dans la mer Caspienne, qui est une mer fermée. L'eau de la Volga ne rejoindra donc jamais l'océan, du moins pas naturellement car il existe des canaux vers la mer Noire. Culturellement, le grand fleuve d'Europe, c'est le Danube, qui part d'Allemagne pour la mer Noire. Il traverse 10 pays, en Allemagne principalement. On trouve aussi le Rhin, un fleuve très important économiquement, alimentant une zone très peuplée et riche. En Asie, on trouve aussi les grands fleuves indiens, dont le plus long est l'Indus. Il part de l'Himalaya et va traverser tout le Pakistan. Sa source est au Tibet, et donc en Chine, puis il passe un peu par l'Inde avant d'aller au Pakistan.
La zone du Cachemire est très importante car c'est de là que viennent les principales sources d'eau qui vont au Pakistan. Son contrôle est donc un grand litige entre les trois pays. En Chine, il y a d'autres grands fleuves, comme le fleuve Jaune ou au sud, plus petit, la rivière des Perles, dont le delta forme la plus grosse conurbation du monde, une ville de 70 millions d'habitants entre Canton et Hong Kong. Et très certainement, avec tous les canaux, on doit trouver une île fluviale plus peuplée que celle de Montréal. Et puis il y a le Mékong, qui vient de Chine et qui va jusqu'au Vietnam. Il nourrit de nombreux pays du sud-est asiatique, et la Chine contrôle le départ du fleuve. Ça peut donc provoquer des problèmes géopolitiques. Et puis pour une petite touche historique, nous avons la Mésopotamie, la région entre les deux rivières, le Tigre et l'Euphrate. Les deux rivières se rejoignent juste avant l'embouchure. On dit que c'est dans cette région qu'auraient eu lieu les premiers foyers de l'agriculture, puis l'invention de l'écriture. Bref, les fleuves ont donné naissance aux premières grandes civilisations. Sinon, en Océanie, continent composé d'îles, il n'y a pas vraiment de grands fleuves. En Australie, le principal est le Murray, qui ne concerne que l'extrême sud du pays. C'est tout ce que j'avais à dire sur les grands fleuves. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne.